120 navires s'enfoncent chaque année sur le sable de la plage de Gadani, à 60 km de Karachi. Les casseurs de bateaux hurlent de joie et déchirent le silence du Baloutchistan. Ces hommes, armés d'outils rudimentaires et de treuils récupérés sur les navires, s'attaquent à des monstres de technologie à peine dépassés. Là, sur le sable, au milieu des débris de ferraille, des dizaines de mosquées rappellent qu'Allah veille sur Gadani, le plus grand chantier de casse de bateaux du monde. Il n'y aura plus de naufrage. Le cargo vient de mourir de mort naturelle. Le canot est mis à l'eau, dans le calme et l'indifférence. C'est encore le seul moyen de liaison entre le bateau et la terre. Le dernier équipage s'en va. Il est composé pour moitié de Pakistanais, embarqués spécialement pour l'échouage, et de Grecs, les marins habituels du bateau. Uniforme immaculé contre bleu de chauffe, l'impression pour les arrivants de se trouver quelques siècles en arrière. Quant au navire, bien que construit en 1974, il ne repartira pas. Maintenant, il est fini. Cela coûterait trop cher de le réparer. C'est mieux de le mettre à la ferraille. Qu'est-ce qu'il faudrait réparer ? Plein de choses, moteur, générateur. C'est votre première visite à Gadani ? Non. Vous êtes spécialiste des vieux bateaux à la casse ? Un peu, oui. Nous utilisons une partie de l'équipage normal du bateau pour l'amener ici. Une quinzaine de personnes depuis le dernier port de déchargement. Combien l'avez-vous payé ? $102 la tonne. Et combien de tonnes ? Celui-ci, 3460 tonnes. Où l'avez-vous acheté ? Nous l'avons acheté à Londres. Nous avons un courtier ici au Pakistan qui l'a acheté directement là-bas. Quels sont les plus faciles à casser ? Cela dépend du type de construction. Par exemple, les cargos, les vraquiers, les méthaniers et les tankers. Mais ce sont les tankers qui sont les plus faciles à casser.
15 000 ouvriers travaillent sur ces 20 km de plage. Pour la plupart, ils ont traversé le désert du Balouchistan pour s'embaucher sur le chantier. Mais quelques-uns sont originaires de l'ancien Pakistan oriental, l'actuel Bangladesh. Ils portent, avec leurs mains, quelquefois coupent à l'aide de chalumeaux à oxygène ou cassent avec des masses. Les gants sont rares, les lunettes de protection, un luxe, les casques, inconnus. Pourtant, cette industrie est l'un des points forts du Pakistan. La politique économique de notre pays est basée sur plusieurs principes. Économiser les dépenses à l'étranger et l'énergie, fournir des emplois aux travailleurs, développer le Balouchistan, promouvoir les petits investisseurs. Alors, il faut dire merci aux chantiers de casse de bateaux. Grâce à eux, 70 millions de dollars d'importations sont évités. 30 000 personnes en vivent. 2000 petits investisseurs s'y intéressent. Enfin, ce n'est pas seulement la première industrie du Balouchistan, c'est aussi la deuxième industrie de casse de bateaux du monde. This is not only the largest industry of Balochistan, but the second largest in the world. अच्छा आप यहाँ से काम करने के बाद कहाँ यानी कितने महीने के बाद छुट्टी हो जाती है? 6 महीने बाद छुट्टी हो जाता है। Je m'appelle Mohamed Elias. Je suis originaire de Peshawar, au nord du pays, à côté de la frontière avec l'Afghanistan. Je travaille ici depuis 3 mois. Je ne suis pas encore marié, mais je le serai bientôt, quand je retournerai chez moi dans 6 mois. Je gagne 800 roupies par mois et je travaille de 7 h du matin à 8 h du soir, tous les jours de la semaine. Allah est mon Dieu. अच्छा हफ्ते में छुट्टी नहीं है यहाँ। आपका नाम बाबा? मोहम्मद जान। मोहम्मद जान कहाँ के रहने वाले? Mon nom est Mohamed Jan. Ici, je rassemble les pièces d'aluminium. क्या काम करते हैं आप? लोहे वोहे काम करने। अच्छा जमा करते हैं आप। Je viens des frontières du Nord. Ma famille est restée là-bas. J'ai entre 75 et 80 ans. अच्छा 30 रुपये दिहाड़ी है। अच्छा आपके यानी आप यहीं रहते हैं या वापस चले जाते हैं गाँव? Je suis ici depuis 1 an. Je gagne 30 roupies pour 8 heures de travail par jour. Je suis musulman. Mon Dieu est Allah. Parmi les Pakistanais, ces hommes ont la réputation d'être fiers et querelleurs. Ils sont venus ici sans leur famille et vivent dans des baraques construites le long de la plage. Une existence fruste, sévère, sans alcool ni sexe, mais par malheur, quelquefois de la drogue. La nourriture est simple. Ici, le naan, ce pain du sous-continent indien, cuit dans des fours enfouis dans le sol, qui jaillit et virevolte dans les pinces du boulanger. La vie est tout entière consacrée au travail. Seule distraction, le spectacle du drame 1000 fois renouvelé, du cobra et de la mangouste. Le Sindh, la province qui possède la plus ancienne et la plus importante tradition de charmeurs de serpents, est toute proche. Et puis, il y a Dieu. 5 fois par jour, les ferrailleurs s'inclinent en direction de la Mecque. Ils font leurs ablutions avant de pénétrer dans les mosquées pour prier avec d'autres. Un recueillement calme et tranquille à Gadani. Ailleurs, le Pakistan s'enflamme. Les différentes religions musulmanes s'opposent. Leur divergence porte sur la Shariat, la loi islamique que l'État veut adopter. Cette réunion est organisée par les chiites.
Ils célèbrent l'anniversaire de la naissance du prophète. Mais très vite, les discours deviennent plus politiques que religieux. In Islam, the entire En islam, la terre entière est une mosquée. is itself a mosque. And L'islam est un code de vie complet qui gouverne la vie personnelle de tout musulman the individual life of a Muslim, the collective et la vie life of collective de la society, société. the state, and the Islamic laws La loi islamique also n'est pas faite pour not un homme, only meant for mais an pour une individual, collectivité et but toute la the société. whole society as well. The state also Si l'État adopte has to et follow suit la the bonne loi Islamic islamique, laws. il n'y aura plus de heurts And entre if l'État the state et la adopts religion. the Islamic laws, there can be no clash between the state and the religion. Le Pakistan a été formé pour et par la religion. En août 1947, Lord Mountbatten, Gandhi et Mohammed Ali Jinnah signent le traité mettant fin à la domination britannique sur les Indes. Ali Jinnah, chef des ligues musulmanes, triomphe. L'État indien laisse place à un nouveau pays, curieusement séparé en deux, le Pakistan oriental et occidental. 12 millions de réfugiés se jettent sur les routes. Des dizaines de milliers d'entre eux meurent dans les massacres qui suivent l'indépendance. « 1971, nouvelle secousse. Le Pakistan oriental fait sécession. Il devient le Bangladesh. De nouveau, des milliers de réfugiés quittent leur maison. Ils se réfugient dans le Pakistan occidental et notamment à Karachi. La ville comptait 300 000 habitants en 1947. Aujourd'hui, ils sont 9 millions. C'est un étonnant mélange des peuples qui composent le Pakistan. Cachemiris des pentes de l'Himalaya, Pendjabis des rives de l'Indus, anciens nomades du Balouchistan ou patans de la frontière afghane. Ce sont ceux d'ailleurs qui travaillent à Gadani. Tous ont en commun leur religion et aussi une étonnante gentillesse. Une ville bruyante, agitée et quelquefois cocasse. Les Pakistanais vantent son modernisme, pourtant, au détour des chemins, des images d'efforts, de sueur et de peine évoquent le Moyen-Âge. Les rivalités ethniques et sociales ensanglantent périodiquement les quartiers populaires. Il y a des gens qui veulent des troubles. Je pense qu'ils veulent empêcher la vie normale. Ils veulent montrer que le gouvernement n'est pas capable d'assurer la sécurité. Il y a beaucoup d'ouvriers dans ce pays et le nombre d'emplois dans l'industrie n'augmente pas. Alors il y a beaucoup de chômage. La majorité des ouvriers vient du nord à Karachi pour trouver du travail. Et ils sont à la merci des employeurs. Ils sont obligés d'accepter ce qu'on leur propose. Ils vivent dans des sociétés tribales, ne se mélangent pas au reste de la population et ne dépensent pas beaucoup. Ils vivent collectivement, mangent et même cuisent collectivement. Les Pakistanais, notamment les ouvriers du chantier de casse de bateaux de Gadani, vivent entre hommes. Ce sont eux qui cousent, achètent la nourriture, les habits. Ce sont eux
qui lave le linge familial. Islam has given equal status to women. L'islam donne des droits égaux à la femme et à l'homme. But at the same time, Mais en même Islam, temps, l'islam donne la responsabilité du ménage the au mari, responsibility à l'homme. of earning on husband, on man. Apart En plus d'une épouse, la femme doit être une mère. Elle ne peut pas élever ses enfants si elle ne reste pas à la maison. and she can be an ideal mother only when she herself brings up her children. And for bringing up her own children, she has to stay at the house. Les ouvriers de Gadani ne voient guère que des femmes qui se cachent. Ce sont les épouses des pêcheurs habitant dans les villages qui jouxtent les chantiers de casse. Ils sont quelques centaines qui travaillent comme il y a 1000 ans dans des eaux éternellement poissonneuses. Ces hommes sont des Makrani, du nom du désert de Makran, le plus désolé peut-être du Balouchistan. Ils ont la silhouette et le visage des peuples de la Corne de l'Afrique. Les anthropologues pensent qu'ils sont originaires d'Éthiopie. Leurs ancêtres, naufragés par la tempête, sont venus s'échouer ici, où ils se sont fixés. D'autres pensent que ce sont d'anciens esclaves amenés ici par leurs maîtres arabes. Leurs méthodes de pêche sont communes à la plupart des pêcheurs côtiers du monde, mais leur manière de traiter le poisson est bien particulière. Celui-ci est étalé à plat sur des centaines de mètres carrés autour du village et forme une couche uniforme, bien ensoleillée. Après quelques jours, la terre grouille. Nous étendons le poisson pour le faire sécher. Après, nous l'apportons au marché pour le vendre. Et les asticots, c'est normal? अच्छा इसका कितना 1 किलो का क्या हिसाब है? Oui, ils sont propres. Ils nous aident à nettoyer le poisson. De toute façon, les gens qui les achètent les lavent avant de les manger. Ces poissons, ils servent à faire du curry de poisson sec. Lorsque les pêcheurs ne respectent pas cette amusante coutume, le poisson est tout simplement conservé dans la glace pour être vendu au marché. On part quelquefois 1 semaine ou 10 jours. Mais on ne sait jamais ce que cela va nous rapporter. Les poissons sont vendus ou échangés, mais on ne sait pas à l'avance ce que l'on va en tirer. Les bateaux ne sont pas à nous, nous sommes des employés. Ces bateaux coûtent 700 000 roupies. Ils sont en teck de Birmanie et construits sans aucun plan. Elle estime. Je m'appelle Mohamed Yacob. Je suis charpentier depuis 6 ans. Combien de temps vous faut-il pour construire un bateau? Pour construire un bateau tout fini, y compris la pose du moteur, il me faut de 4 à 6 mois. Combien de temps vous faut-il pour détruire ce bateau? 1 mois. Dès qu'il est sorti de l'eau, de 1 mois à 45 jours. Dès que le bateau est posé sur le sable, les ferrailleurs découpent un carré dans la proue. C'est là que sont amarrées les chaînes qui retiennent le navire, même pendant les tempêtes. Tout ce qui constitue et ce que contient le navire est mis aux enchères avant que le découpage ne commence. Mais la première intéressée, c'est bien sûr la douane. Ces officiers montent à bord dès l'échouage pour évaluer le bateau.
Après la douane et avant de commencer à casser, on enlève ce qui reste d'huile et d'essence pour éviter les incendies. Il y en a quelquefois 50 ou 100 000 litres. Après, on enlève le bois, le matériel de navigation, et puis on commence à découper le bateau en tranches verticales. Principale source d'accidents, les gaz produits par le pétrole. Piégés dans le métal, ils explosent lorsque la flamme d'un chalumeau les atteint. Tout ce qui arrive avec les bateaux doit impérativement quitter la plage. Les planches de récupération qu'utilisent les ouvriers pour se construire leur baraquement sont démontées pour être revendues au marché lorsque leurs occupants quittent le chantier. Une noria de camions décorés selon l'habitude afghane et pakistanaise fait la navette entre Gadani et les centres de revente de matériel de récupération. L'armée interdit l'accès de la plage aux étrangers. Le gouvernement contrôle mal cette zone du Balouchistan et puis des bases de la marine pakistanaise sont, paraît-il, installées tout près d'ici. Les camions vont à Lahore, où sont installées les principales fonderies, et à Karachi, pour les plus petites marchandises. Le marché est installé à ciel ouvert. Il est très organisé. Une deuxième vente aux enchères permet de distribuer les objets récupérés aux détaillants et aux artisans. Rien à voir avec une foire à la ferraille. Les morceaux de bateaux suivent un circuit économique complet, de la même manière que s'ils étaient composés de marchandises utilisées pour la première fois. Les résultats sont surprenants. Le Pakistan exporte du cuivre alors qu'il n'y a pas de mine sur son territoire. La plupart des objets sont traités avec le même soin que du matériel neuf et même quelquefois réemballés. Les instruments de marine de valeur sont vendus aux rares touristes ou expédiés à des antiquaires étrangers. Les objets courants sont achetés par les marins locaux. Rien n'est perdu. Ce marché est cité comme le meilleur exemple peut-être mondial de récupération ou encore d'utilisation des déchets. Jusqu'aux flacons de médicaments qui sont soigneusement vidés et nettoyés. Une rue entière est composée de boutiques qui proposent ce style d'articles, dont on se demande qui ils peuvent intéresser. Rien n'est trop saugrenu, pas même cet homme qui filtre la poussière de la rue. Je vends les bouts de plastique à une usine. Ils en font des échantillons de jouets. Si nous atteignons 2 millions de tonnes de ferraille, nous allons employer 45 000 personnes. Si nous dépassons les 2 millions, nous en emploierons 60 000.
رسول الله